Très content de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de plein les poches. Ici, vous le savez, on n'a qu'une seule idée en tête, vous réconcilier avec votre budget. Dans un instant, on parlera du juste prix de la crème solaire, mais pas que. Au sommaire aussi, comme nous sommes dans le thème des vacances, vous l'avez compris, on parlera des hôtels sans enfants. Et puis, une question, est-ce qu'investir dans les parkings peut rapporter gros ? Réponse dans un instant avec Antoine. Et en fin d'émission, nous irons comme d'habitude faire un tour chez nos amis milliardaires. J'en profite pour saluer mes deux acolytes qui sont là aujourd'hui avec moi, Quentin et Romaric. Salut, ça va ? Ça va bien et toi, Noël ? Ça va très bien. On va parler vacances, ça va nous faire du bien. Voilà, on va vous mettre l'eau à la bouche. Mais avant ça, vous le savez, si je vous dis fraude fiscale, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous sauriez définir une fraude fiscale de façon simple ? Heureusement, Jean-Loup est là pour nous les expliquer, mais cette fois avec du sirop. Évasion fiscale, fraude fiscale, optimisation fiscale, c'est quoi la différence ? On vous explique avec du sirop. Ça, c'est mes revenus. Et avec ces revenus, je vais payer des impôts, voire même beaucoup d'impôts, si j'ai beaucoup de revenus. Alors, comment je peux faire pour payer moins d'impôts ? Eh bien, plusieurs solutions, plus ou moins légales, s'offrent à moi. La première, c'est l'optimisation fiscale. C'est simple, je ne cache pas mes revenus, j'assume tout, mais je vais faire plusieurs placements financiers qui vont me permettre de payer moins d'impôts de manière légale. Par exemple, mes dons à des associations sont déductibles d'impôts. Ou bien verser une pension alimentaire à mon enfant majeur permet là aussi de voir une déduction d'impôt. Ou encore faire louer un appartement meublé permet là encore de réduire mes impôts par rapport à un appartement que je louerai sans meuble. À la fin, j'ai toujours le même revenu, mais celui-ci sera beaucoup moins imposable, beaucoup moins éclatant comme ce sirop. Je l'ai dilué dans des déductions d'impôts tout à fait légales encore une fois. D'ailleurs, ces déductions d'impôts se passent sur ma déclaration d'imposition, preuve de leur parfaite légalité et transparence. Pour la fraude fiscale, c'est tout autre chose. Reprenons mon revenu. Eh bien, je vais simplement mentir dessus en cachant une partie. Hop, ni vu ni connu. Oups, j'ai oublié de déclarer ma résidence secondaire. Oups, j'ai oublié de déclarer mon second emploi, etc. C'est notamment une pratique courante pour l'argent illicite, comme le trafic de drogue. Et pour l'évasion fiscale alors ? Eh bien, il s'agit de la zone grise entre l'optimisation et la fraude. Je peux par exemple délocaliser une partie de mon revenu dans un paradis fiscal, ce qui en soi peut être légal mais n'est pas très moral ou glorieux. Un particulier ou une entreprise peut également abuser de montages fiscaux sans queue ni tête pour avoir une déduction d'impôt qui n'a plus aucun sens ni réalité. Autre cas, un particulier ou une entreprise peut également abuser de montages fiscaux sans queue ni tête afin d'obtenir des déductions d'impôts qui n'ont plus aucun sens ni réalité. Comme ici. De ressembler à une écrevisse, mais aussi pour prévenir les maladies de la peau, une solution, la crème solaire, indice 20, 30 ou 50, il y en a pour toutes les peaux et aussi pour tous les budgets. Le prix d'une crème solaire peut varier du simple au double, alors quel est le bon prix ? On en parle dans le juste prix des choses. Et Romaric, c'est avec toi qu'on va avoir ce premier avant-goût des vacances. Tout à fait, avec les premiers soleils, il est temps d'en parler. On en consomme en moyenne 50 ml par an et par personne. Ça paraît pas beaucoup comme ça, sauf que 80% de cette consommation a lieu en juillet et en août, forcément. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut s'y intéresser. Avec l'approche des premiers soleils, on s'expose, on lézarde. Et parfois, on oublie de mettre sa crème solaire ou de se protéger. D'abord, Noam, est-ce que toi, tu es un adepte de la crème solaire ? Je vais dire oui. Il m'arrive parfois de l'oublier un petit peu, c'est pas très bien, mais je fais de plus en plus attention à en mettre. C'est hyper important. Quentin, j'imagine oui, c'est important pour la peau, c'est ce que tu vas nous dire, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais surtout, est-ce que vous savez comment la choisir ? Laquelle est la meilleure pour vous ? Il faut mettre du SPF 50 au moins, je crois que c'est ça le chiffre. T'es sur la bonne voie. Ouais, je sais pas, moi je regarde le prix, je crois, en fait. C'est ça. En fait, c'est vrai que c'est très difficile de choisir une crème solaire. Il y a beaucoup de critères différents. Mais avant de se lancer dans les chiffres, on est allé dans la rue demander aux gens à combien ils estimaient le prix d'un tube de crème solaire. J'aurais dit 4-5 euros. J'imagine que c'est genre 4-5 euros, comme ça. Aux alentours de 20 euros. Alors une dizaine d'euros. Je pense 13 euros.
15 €. On voit des prix très différents, Romaric, dans ce qui est répondu là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le vrai ou complètement à côté de la plaque? Ils sont tous un petit peu dans le vrai. Ok. C'est ça la difficulté avec la crème solaire. En fait, ça dépend de la crème solaire qu'ils utilisent. Il y en a énormément de types différents en fonction des formats, en fonction des indices, en fonction des textures. En fait, c'est un marché à 500 millions d'euros par an. Ah oui, quand même. Donc, autant dire que les producteurs multiplient les différents types pour se démarquer. Pour donner une moyenne, on dira qu'un tube de crème solaire en France, un tube de 100 millilitres, c'est entre 10 et 13 €. Mais on peut élargir un petit peu cette fourchette à entre 5 et 20. C'est dire s'il y en a beaucoup de différentes. On peut même monter dans le beaucoup plus haut de gamme, puisqu'on en trouve certaines à 40 €, ce qui nous fait un prix de 400 € le litre, mine de rien. À ce niveau-là, je pense qu'on peut presque parler de produits de luxe. Ah oui, complètement, ouais. Ouais, si on a une grande famille, ça chiffre vite. Ça peut vite chiffrer, ouais. Mais avant d'expliquer ce qui explique ce prix, on regarde, si tu veux bien, ce que les personnes interrogées en pensent. Oh, je pense que c'est abordable. C'est un produit de santé publique, donc abordable. Ça dépend de la marque, je pense. Ça dépend de ce qu'elle offre. Enfin, si c'est une couvrante qui va dans l'eau ou des choses comme ça, moi, ça me dérange pas. C'est relativement cher quand même, voilà, pour aller court. Je pense pas que c'est excessif non plus. Et je pense qu'il y a pour tous les budgets aujourd'hui. À ce prix-là, ça me semble un peu cher parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin tous les jours, quoi. Je sais pas, ça doit faire beaucoup acheter ça tous les mois. Ça me paraît beaucoup et du coup, je vais plutôt rester à l'ombre. Il va rester à l'ombre, c'est pas mal. Les réactions, finalement, Romaric, sont aussi contrastées que les prix qui avaient été cités juste avant. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, on n'a pas tous le même rapport au soleil, à la protection qu'on y met. Et c'est une question de santé publique. Et on n'a pas tous la même sensibilité à ces questions. Mais on y reviendra tout à l'heure. Avant ça, je vais décortiquer le prix du tube de crème solaire. Je ne vais pas parler en espèces sonnantes et trébuchantes parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de prix différents. Donc, ce n'est pas facile de donner un prix exact. Mais je vais parler plutôt en parts. Donc, il y a beaucoup de prix différents. Mais il faut savoir qu'il y a deux types de crème solaire. Il y a la crème solaire qui est à base, je relis mes notes, pour ne pas me tromper, à base de filtres minéraux. Donc ouais. Ça, c'est des produits comme l'oxyde de zinc qui réfléchissent le soleil pour protéger la peau. Et il y a les produits à base de filtres organiques. C'est plutôt des huiles d'énotion qui, eux, vont pénétrer la peau et absorber les rayons UV pour les redégager en chaleur. L'un comme l'autre, ce sont les matières premières de ces crèmes solaires auxquelles on ajoute des stabilisateurs, des hydratants, des vitamines. Et ça représente à peu près la moitié du prix. D'accord. Quand même. Oui, c'est plutôt importante. Ça fait beaucoup, mais alors les 50% restants, c'est quoi? Les 50% restants, comme dans la plupart des produits, il y a la fabrication, il y a les salaires qui représentent 15% de ce prix. Il y a aussi les contrôles, les contrôles qualité, puisque c'est un produit d'enjeu de santé publique, donc il y a beaucoup de certifications, tout ça. Ça représente à peu près 5% du prix. Et je le disais tout à l'heure, c'est un marché sur lequel la concurrence est extrêmement féroce. Les fabricants rivalisent de méthodes pour gagner des parts de marché. Et donc, ils mettent à peu près 30% de leur prix dans tout ce qui est marketing, publicité, emballage. C'est vrai que... Il faut attirer l'œil, il faut donner envie d'acheter. C'est ça. Et puis, on le voit tous à partir du début du mois de juin, des pubs pour la crème solaire à télé, il y en a partout, dans les abribus, tout ça. Mais pour une fois, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas vous parler de la guerre en Ukraine ni du Covid. Non, parce que ça, on l'a à chaque fois, finalement. C'est ça, voilà. Bien sûr, la crème solaire subit l'inflation comme tous les produits, mais depuis à peu près 10 ans, la crème solaire suit la courbe d'inflation normale, je dirais globale, donc qui est entre 2 et 3% chaque année, hormis en cas de crise. On a toutefois des dépenses plus importantes dans la crème solaire, mais qui sont plutôt dues à un intérêt pour des crèmes de qualité. Justement, on le disait, on fait de plus en plus attention à notre peau, à notre santé. Donc les particuliers ont de plus en plus tendance à investir dans des crèmes dites de meilleure qualité, donc plus chères. Ok. À ce sujet, justement, on va quand même voir, avant de parler de l'utilisation de la crème solaire, combien les gens dans la rue sont prêts à mettre dans un tube de crème solaire. Eh bien, allez, allons dans la rue. J'irai jusqu'à 10 €, je pense. Si on peut tirer vers le bas, c'est bien. Ouais, je pense 20 € pour le visage, c'est le maximum que je serais prête à payer. Oui, une dizaine d'euros quand même, oui, c'est ce que je viens de dire. Oui.
Franchement, max, je pense 20 €. 10 balles, c'est vraiment, on m'apprenait que c'était utile, que c'était indispensable, machin, je sais pas, ouais, 10 balles pour un truc que on se met sur la peau tous les jours, ouais. Voilà. 15 €. Ah oui, Romaric, on voit là dans le micro-trottoir que les prix sont nettement plus élevés maintenant qu'au début. Oui, en fait, je pense que les gens prennent conscience que la crème solaire, c'est un produit qui est nécessaire, surtout l'été. On le voit, hein, il y a un jeune homme qui, dans les premières questions, semblait ne pas être un usager et qui, ici, nous dit qu'il est prêt à mettre 10 € finalement si c'est nécessaire. Et il a bien raison, parce qu'on ne peut pas jouer avec le soleil. Selon Santé publique France, on estime entre 150 et 250 000 cas de cancer de la peau diagnostiqués en France par an. Et 80% d'entre eux seraient directement liés à une exposition excessive au soleil. Ah oui. Voilà, c'est pas un sujet avec lequel on rigole. Donc, on se protège bien. Et pour bien comprendre les indices qu'on lit sur les crèmes solaires, il ne s'agit pas, contrairement à ce que dit une vieille légende, du temps d'action de la crème, mais en fait c'est tout un tas de tests qui sont faits sur différents types de peau pour la même crème, et on voit au bout de combien de temps les premières traces de soleil apparaissent. En gros, pour faire très simple, on rigole pas, on prend l'indice de protection le plus fort possible, le plus souvent 50 comme tu disais Quentin, parce que surtout il faut pas oublier que ça n'empêche pas de bronzer la crème solaire. C'est vrai que des fois on a envie de prendre le soleil un peu plus vite pour revenir bronzer au travail. La crème solaire permet de bronzer, peut-être un peu plus lentement, mais au moins on profite un peu plus du soleil. Surtout, on évite de s'exposer trop longtemps entre midi et 16, même si le temps est nuageux, parce que les UV traversent les nuages l'été. Et on prend toujours avec soi une casquette, des lunettes et un t-shirt pour bien profiter de l'été. En gros, on se couvre au maximum et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Top. Merci beaucoup. Romaric, tu restes un petit peu avec nous, oui. Encore, parce qu'on va continuer de parler des vacances. Hein, c'est bientôt les vacances scolaires et les adultes partiront à ce moment-là. Les adultes qui partiront à ce moment-là devront partager leur wagon ou leur hôtel avec les familles et les écoliers en vacances, mais certains ne sont pas de cet avis. Quentin Meunier nous parle de la tendance No Kids. Alors, c'est bientôt les vacances, Quentin. C'est ça. Et Noam, est-ce que tu aimes les enfants? Ou en tout cas, est-ce que tu les supportes, en tout cas? Eh bien, écoute, ce week-end, j'ai eu une réflexion à un moment. Je me suis dit, je crois que je veux pas d'enfants. Parce qu'ils étaient en train de hurler dans le sable. Et là, je me suis dit, je crois que j'en veux plus. Eh ben ouais, c'est bien le problème. Tu n'es pas le seul. Certains les trouvent, comme tu dis, trop envahissants ou trop bruyants en vacances, et qui rêveraient de pouvoir les passer sans eux, justement. Imagine un hôtel où il n'y a ni cri dans la piscine, ni dans les couloirs, ni poussette dans le hall. C'est le rêve pour certains. Bref, le phénomène des établissements No Kids débarque doucement en France. Ben, c'est quand même un peu extrême, non, tout ça? Pas pour tout le monde, parce que visiblement, c'est un marché qui existe. Hein, on a dit, il y a des hôtels, des restaurants, des trains même. La compagnie italienne Trenitalia a même lancé des wagons Silencio, accent non compris, désolé, pour éviter autant que possible les bruits, donc y compris ceux des enfants qui voyagent. Ah ouais, et ça représente quoi alors tous ces établissements? Alors en France, il n'y en a pas encore trop. Ça concernerait seulement 3% de l'offre, selon le syndicat Entreprises du Voyage. Mais dans d'autres pays, notamment en Espagne ou en Corée du Sud, le phénomène est de plus en plus répandu. Il y a donc plein d'activités qui se revendiquent No Kids. Le sujet monte et ça fait déjà un petit peu débat. La haute commissaire à l'enfance s'en est même mêlée il y a quelques semaines parce que juridiquement, la question est un peu sensible. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? En droit français, il n'y a pas de règles explicites qui interdisent à un établissement d'accueillir uniquement des adultes. Mais ça ne veut pas dire que la pratique est forcément neutre. Moi, j'ai interrogé Delphine Tarot, qui est professeure de droit, spécialiste des discriminations sur le sujet. Et elle m'expliquait qu'il n'y a pas de réponse généralisable à tous les établissements, mais qu'une différence d'accès à un bien ou un service en fonction de l'âge, ça peut bien effectivement être un motif de discrimination. D'accord. Et ça veut dire qu'on pourrait être condamné alors? En théorie, oui. Après, en France, pour l'instant, le juridique s'est pas trop prononcé et penché sur la question, mais en théorie, ça pourrait être un sujet, ouais. Est-ce qu'il y a des exceptions, Quentin? Ouais, il y a des exceptions, justement, mais elles doivent pouvoir être justifiées. Certaines différences de traitement elles peuvent être considérées comme légales si elles répondent à des exigences en matière d'hygiène, de santé, de sécurité. Par exemple, si tu as un neveu ou un petit cousin, Noam, qui est tout jeune, qui a 5 ans, tu ne peux pas l'emmener dans n'importe quelle attraction, dans un parc d'attractions, par exemple, ou lui faire des sports extrêmes, ça le mettrait en danger. Et puis, il en a 7 et je le salue.
Eh ben voilà, il devra attendre un peu avant d'aller faire du parapente avec toi. Ah oui, je pense. Mais voilà, et puis il y a aussi, c'est différent de bannir totalement les enfants d'un établissement et puis de créer une zone réservée aux enfants et une zone temps calme où ils sont proscrits. Et alors, du coup, concrètement, le No Kids, on en pense quoi? Alors, on en pense quoi? Mitigé. D'un côté, c'est une niche commerciale et marketing dans laquelle, visiblement, il y a des gens qui se retrouvent et qui correspond à un besoin dans l'air du temps, peut-être, justement, t'en parlais, de cette génération qui ne veut pas d'enfants, aussi. Mais de l'autre, ça pousse quand même à s'interroger sur la place qu'on laisse ou pas aux plus jeunes dans l'espace public. Il y a plusieurs associations, sociologues, chercheurs, qui s'inquiètent un petit peu de cette forme de discrimination et de cette place réduite qu'on donne aux enfants. Et puis indirectement, c'est aussi une discrimination envers les familles monoparentales ou les familles les plus modestes qui ne peuvent pas faire garder leur enfant aussi facilement pour partir entre adultes comme elles le veulent pour prendre des vacances solo. Donc voilà, Noam, c'était conclusion. Ton petit cousin de 7 ans, emmène-le avec toi, ça lui fera quand même plaisir. Je sais pas, je vais y réfléchir. Parce qu'après tout, c'est les vacances. J'ai envie d'en profiter. Merci Quentin, merci Romaric d'avoir été là également. Tu vas laisser ta place, oui, Romaric, puisque Antoine va, voilà, et tu l'as réchauffé, Antoine va nous rejoindre sur ce plateau. Et si investir dans une place de parking pouvait vous aider à arrondir vos fins de mois. Oui, mais attention à ne pas investir n'importe où, parce qu'investir dans une place de parking n'est pas un investissement comme les autres. Alors, bon ou mauvais plan, on en parle dans l'investissement chelou. Alors, Antoine, bon ou mauvais plan? Salut Noam. Eh bien, je dirais quand même bon plan. Pour l'instant, je vais vous donner les détails quand même pour que vous voyez un peu où on va, mais ça reste un bon plan, c'est connu, c'est un bon plan depuis longtemps, etc. Alors d'habitude, Noam, ici, je te parle comme un adulte. Oui. Et cette semaine, j'ai décidé, pour maximiser mon impact, de te conter ma chronique en préparant des dessins d'enfants. Oh, waouh. Attends, c'est de toi ça? C'est pour mon petit-neveu. Ouais, alors voilà, j'habite à Paris, l'école de la rue, la street, tu connais. Je suis automobiliste à Paris, ça veut dire que je possède un véhicule, vignette critère 1, comme tu as pu le voir sur les images, c'était moi dans la Totomobile. Et Noam, sais-tu quelle est la bête noire de l'automobiliste des rues parisiennes? Le boss de fin de niveau, le monstre du Gévaudan. Alors, les bouchons? Les bouchons. Faire un créneau rue de la Paix. Voilà, ça c'est difficile. Les vélos. Les vélos, bien entendu, mais bon, ça c'est plutôt un objectif. Oui, c'est vrai. Voilà. Et la fourrière, ça c'est pas gégène. D'ailleurs, on aurait pu parler de ces dépanneuses aussi, ça aurait été un bon sujet. Mais au quotidien, le pire du pire, en réalité, notre ennemi numéro 1, voilà, c'est la voiture Striteo. La voiture Striteo qui relève ta plaque quand tu es mal stationné et qui t'envoie directement une petite amende à la maison. Alors voilà, ça c'est vraiment difficile pour nous autres, les mauvais payeurs, qui ne mettons pas toujours assez d'argent dans l'horodateur, et on va pas se mentir, ça arrive. Alors pour éviter tous ces tracas, les Parisiens, comme moi, un petit peu mauvais payeurs, vont souvent avoir recours au parking souterrain. Ça va. Et voilà, je suis garé. Je suis à l'abri de la méchante voiture verbalisatrice. Pardon, mais c'est parce que je viens de me rendre compte de ta tête dans la voiture et du coup... Voilà, il s'agit bien de moi-même. Il faut que je me reconcentre. Alors toi, t'es garé, Antoine, mais c'est pas gratuit tout ça. Pour l'instant, tu nous fais perdre de l'argent plutôt qu'en gagner. Et le principe de l'émission, c'est quand même de gagner de l'argent. Oui, c'est de mettre des sous-sous dans la popoche. Vous avez raison, Noam, de le rappeler. N'est-ce pas, Quentin? Mais je voulais juste, en fait, moi, te mettre dans la peau de l'automobiliste parisien qui va aller se prendre son petit parking. Parce que figure-toi que comme la ville de Paris lutte activement contre la place de l'automobile en surface et donc contre le stationnement en surface, il y a de moins en moins de place sur la chaussée pour se garer. Et donc les Parisiens comme moi, ils vont devoir aller se garer sous le sol. Voilà, et donc le rendement de l'achat de la place de parking à Paris, puisque c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure sans en parler, ça va osciller quand même entre 5 et 7% selon les sources que j'ai pu trouver sur les internets, c'est-à-dire plus ou moins 2 fois un livret A, ce qui reste assez intéressant. Donc on estime qu'on peut acheter des places
à partir de 20 000, 30 000 euros. 20 000, c'est vraiment c'est la place craquée, quoi. 30 000, ça peut monter jusqu'à 100 000 euros, une place de parking à Paris, et dans certaines villes encore plus, dans des endroits comme Saint-Malo où il y a vraiment un gros besoin, avec un prix moyen à Paris qui va osciller autour de 35 000 euros. Et le revenu mensuel, ça va être environ 140 euros pour le propriétaire de la place qui va donc la louer à quelqu'un qui la loue. Et donc, tu auras compris que le nerf de la guerre dans cet investissement, comme j'ai commencé à le dessiner, ça va être la situation géographique. Par exemple, le vendeur qui va t'annoncer le prix très avantageux pour ta place avec un très fort rendement aux alentours de 10%, eh ben lui, il va falloir t'en méfier en fait, parce qu'il est peut-être en train de te vendre une place qui va être mal située dans Paris et que tu auras du mal à louer avec un fort taux de vacances. Et en fait, il y en a pas mal dans Paris qu'on a du mal à louer parce que le prix est mal corrélé par rapport à l'emplacement. Voilà. Donc l'idéal, ça va être d'aller acheter dans l'hypercentre de Paris, historique, là où les immeubles ont été construits il y a fort longtemps, voire époque hosmanienne. Donc ils sont peu dotés, ces endroits-là, en place de parking. Et puis, dans les années 60-70, on a construit jusqu'à 1 à 2 places de parking pour chaque logement. Et donc ça, c'est plutôt plus près des portes, comme chez moi dans le 15e arrondissement, il y a beaucoup plus de place. Sinon, une piste à creuser éventuellement, un peu moins cher, c'est d'aller acheter ta place près d'un hub de transport en petite couronne, puisque c'est le modèle vers lequel vont s'acheminer de plus en plus les grandes métropoles comme Paris. Et petit point à retenir, oui, les frais de notaire, retiens bien que pour l'achat d'une place de parking, ils vont être assez élevés. On va jusqu'à 20% du prix, c'est 2 fois les frais de notaire en un appartement en règle générale. Bref, c'était un investissement chelou qui peut être rentable si on a un apport en cash à l'achat et qui rapporte plutôt bien, mais pas forcément judicieux si tu dois avoir recours à l'emprunt. Voilà, tu l'auras compris. Bon, eh bien merci beaucoup Antoine, merci pour ces jolis petits dessins qui nous ont bien fait rire pendant cette chronique. Pour réchauffer ton cœur. Ouais, c'est pour réchauffer mon cœur. Il est temps maintenant de s'intéresser à nos amis milliardaires, car les ultra riches aussi ont des choses à nous raconter. Et évidemment, on va accueillir Jean Ouetty. Hello guys. Hello. Salut. Vous allez bien? Ouais, alors j'adore ta casquette. Ah bah merci beaucoup. J'arrive des États-Unis. Okay. Alors voilà, j'en profite, c'est un des petits secrets de ma réussite, c'est que j'ai plusieurs pieds-à-terre un peu partout dans le monde et je déménage selon les taux de change. Voilà, d'accord. Non mais c'est vraiment très avantageux. Voilà, si le dollar monte ou baisse. Dans ces cas-là, je vais aux États-Unis, je reviens, etc. Voilà. Alors ça demande un petit peu d'organisation. C'est de la logistique quand même, voilà, le déménagement. Logistique, mais non, mais vraiment, il faut s'y mettre. Hein, c'est hyper rentable. Alors je ne suis pas venu une nouvelle fois pour parler de moi. Non, pas pour parler de moi. Je voudrais vous sensibiliser à une cause qui me tient vraiment à cœur. Ok. Alors, je suis un ancien étudiant de Harvard, Yale, Princeton, Oxford. J'ai fait aussi un petit semestre à UCLA. Voilà, je voudrais vous parler de la précarité étudiante. Voilà. Ah ouais, c'est un véritable fléau, la précarité étudiante. C'est un véritable fléau. Alors, il n'y a pas une semaine sans qu'on entende des statistiques horribles sur les conditions de vie des jeunes qui vont à la fac. Alors évidemment, ça commence par le logement. Voilà, la guerre pour trouver une chambre de bonne, même un mini penthouse hors de prix, c'est impossible. Après, il y a les repas sautés pour finir la fin de mois. Alors quand les repas sont pas sautés, c'est pâtes matin, midi et soir, pâtes sans truffe, horrible. Oh là là, je comprends pas. Privation, alors manque d'argent, donc privation de sortie. On peut même pas se payer un week-end à Ibiza. Privation de soins, privation de botox, voilà, c'est horrible. Et alors surtout, on peut penser à la France, mais en fait ça arrive partout dans le monde. Ah ouais. Et tu as un exemple ? Alors j'ai un exemple tout à fait pour illustrer ça. Je voudrais parler du jeune Cooper Flagg. Voilà, c'est un modeste étudiant américain de 18 ans. Ce petit bonhomme, il fait 2 mètres pour 100 kilos. Et Cooper, il a grandi dans le Maine. Si je fais 100 kilos. Un endroit difficile. Il a réussi à arracher sa place à l'université en Caroline du Nord, à Duke, un endroit que personne ne connaît. Et pour s'en sortir, comme beaucoup, il a tout misé sur le sport, il a tout misé sur le basket, en espérant des jours meilleurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, pour Cooper, ça se passe plutôt pas mal. Il devrait être le prochain numéro 1 de la draft NBA, à la fin du mois de juin. Ok, mais niveau finance, il s'en sort ? Niveau finance, il essaye de s'en sortir, effectivement. Alors, il a dû trouver un job étudiant, comme tous ses camarades. Je comprends. Alors, la différence, c'est que ses copains
Ils sont devenus livreurs, serveurs ou vendeurs dans des magasins. Chroniqueurs sur 20 minutes. Voilà, pareil, situation hyper précaire. Et voilà, alors ils ont pu bosser notamment chez New Balance ou Fanatics, qui est une marque de fringues de sport, par exemple. Et Cooper, il a pris l'autre voie, c'est que lui, il est devenu l'égérie de ses marques, en se disant que ça pouvait peut-être apporter plus. Voilà, il a mis ses petites noisettes à la banque, il a réussi à économiser cents après cents. Et en fait, lors de son unique année à la fac, il a gagné 28 millions de dollars. Voilà. Donc on est content parce qu'il a réussi à sortir la tête de l'eau, Cooper. Ouais, c'est vrai, on est content pour lui. Mais le plus dur commence pour Cooper. L'arrivée sur le marché du travail, et oui, ça c'est le plus dur. L'arrivée en NBA, puisque en fait avec les contrats rookie, il ne pourra pas gagner plus de 10 millions par an. Comment il va faire ? Il faudra attendre avant, voilà, encore une discrimination insupportable. Voilà. Donc Cooper, écoute, si tu nous regardes, on croise les doigts. Accroche-toi, bonhomme. Le rêve n'est pas loin. Et viens nous voir si tu as envie. Exactement. Mais ouais, si tu veux nous donner des millions. Faudra faire de la place, parce que les 2 mètres quand même. Mais... Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci à tous les trois. Merci à Romaric également qui était là tout à l'heure. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.